On va immortaliser ta voix. On veut l'entendre éternellement. Très bien. Alors, le sujet de réflexion, c'est la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? Je voudrais savoir si vous avez ce genre de sujet où on vous donne une thèse. La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre en charge ce genre de sujet? Dans votre développement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut lever la main et peut-être proposer quelque chose. Vous ne faites rien, vous allez regarder le sujet simplement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, mademoiselle? Vous allez essayer d'expliciter le sujet, très bien. Les limites de cette affirmation, très bien. Autrement dit, il s'agit d'abord d'expliquer le sujet, d'expliciter le sujet, avant éventuellement de le discuter. Parce qu'on vous demande ce que vous en pensez. Mais avant de dire ce que vous en pensez, vous devez d'abord montrer que vous avez compris la thèse. Donc, explique, c'est comme un texte. On vous donne un texte à commenter, vous devez d'abord expliquer le texte avant de le discuter. Ici, on considère que c'est un bout de texte. La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? D'abord donc expliquer ce que veut dire la thèse avant de discuter la thèse. C'est un exemple de développement. Donc on dit à travers ce sujet que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Une façon d'être. Dire que la philosophie est une façon d'être, c'est dire que la philosophie c'est quoi? Pourquoi dit-on que la philosophie est une façon d'être? Qu'est-ce qu'une façon d'être? Oui, une manière de vivre, façon d'être, disons, oui, c'est lié à une manière de vivre. Oui, une manière de vivre. Oui, mais le fait de concevoir la vie, quand on conçoit la vie, quand on a une conception de la vie, il faudrait que cette conception-là soit reflétée à travers une attitude, une manière d'être. Donc une manière d'être, c'est lié à une manière de vivre, oui. Une manière d'être, c'est quoi? Un savoir-être, oui, savoir-être. Un savoir-être, oui. Un comportement. C'est dans le comportement, le philosophe, oui. Oui, mais ici, la manière d'être, c'est au niveau du comportement. Disons que la vision du monde, c'est une conception. C'est vrai que maintenant, cette manière d'être se fonde sur une certaine vision du monde. Mais ici, la manière d'être, c'est un savoir-être, c'est un comportement, c'est une attitude. Donc, le sujet dit que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Avoir, c'est quoi? Avoir renvoie à quoi ici? Il faut lever la main pour que ça soit beaucoup plus audible, oui. Un avoir, c'est une possession, oui. Qu'est-ce qu'on peut posséder? Oui, parce que c'est une possession. Un avoir, c'est quelque chose qu'on a. Vous voyez, à travers ce sujet, il y a une opposition entre avoir et quoi?
être. Il y a cette opposition fondamentale à travers ce sujet. Être, avoir. Un avoir, c'est une possession, quelque chose qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Un savoir. Oui, savoir. Avoir un savoir. Hein? La sagesse. Sagesse, connaissance. Connaissance. Oui. Une explication du monde, vision du monde. Donc, vous voyez qu'à travers ce sujet, il y a cette opposition entre être et avoir. J'ai une montre, mais je ne suis pas une montre. Être, ce n'est pas avoir. Il y a une différence entre être et avoir. Donc, à travers le sujet, dit-on, la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. D'abord, expliquer comment la philosophie est une façon d'être. Autrement dit, il faut savoir aussi caractériser un philosophe. Comment on reconnaît un philosophe? On reconnaît un philosophe non pas par son savoir, non pas par une certaine possession, mais par son attitude, par son comportement. Et il est vrai que la philosophie étymologiquement se définit comme amour de la sagesse. Et cette sagesse était définie par Descartes comme une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Ça a été une définition traditionnelle de la sagesse. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la philosophie n'est pas une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Aujourd'hui, la philosophie, ce n'est pas la totalité du savoir. Parce que tout simplement, aujourd'hui, s'il y a un savoir véritable, il s'agit de quel savoir? Quel est le savoir suprême? Le savoir le plus certain, le plus sûr, le moins discutable? C'est le savoir scientifique. Il n'y a de savoir qu'aujourd'hui que scientifique. Donc aujourd'hui, dit-on que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir, montrer donc que ce n'est pas la possession d'un savoir qui définit le philosophe. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde sans pour autant être philosophe. Sinon, dit Platon, tous les savants seraient des philosophes. Et Platon de dire, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Parce que le savant, lui, possède le savoir. Alors que la philosophie n'est pas une possession, la philosophie est une recherche. La philosophie est une quête de la connaissance. La philosophie est une quête de vérité. Donc Platon de dire, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Voilà pourquoi celui qui est considéré comme le père fondateur de la philosophie, voilà pourquoi celui qui a été à l'origine de la philosophie, le père fondateur de la philosophie, en l'occurrence Socrate, avait l'habitude de dire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais pourtant, Socrate a été désigné par les dieux comme étant le plus sage parmi les sages. Pourquoi Socrate a été considéré comme le plus sage parmi les sages? Parce que c'était dans son comportement, dans sa manière d'être. Parce que lui, il était conscient de son ignorance. Et le fait de prendre conscience de son ignorance est un début de recherche. Il faut prendre conscience de son ignorance pour pouvoir se mettre à la quête de la vérité, à la quête de la connaissance. Donc montrer que la philosophie, ce n'est pas un avoir. La philosophie, ce n'est pas une possession. La philosophie est une quête. La philosophie ici est une recherche. Quête, recherche. Donc, le sujet dit, la philosophie est une façon d'être, une manière d'être, une attitude. Donc, vous voyez qu'il y a une attitude philosophique. Oui, il y a une attitude philosophique. Et on peut dire que cette attitude philosophique est une attitude singulière. Nous allons voir pourquoi l'attitude philosophique est singulière. Mais qu'est-ce qui caractérise un philosophe? Qu'est-ce qui caractérise son attitude, son comportement? Comment le philosophe apparaît-il? Prenons quelqu'un comme Socrate.
Socrate, le père fondateur de la philosophie, n'a jamais enseigné, n'a rien enseigné à personne. Il dit que moi, je n'enseigne pas quelque chose. Comment Socrate se comportait-il devant ses interlocuteurs? Il faut lever la main, comme ça soit beaucoup plus audible. Oui. Il posait des questions. Il posait des questions. Parce que lui, il dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, il entend parler de quelqu'un, on dit que, oui, dans telle ville, il y a une telle personne qui sait ce qu'est la vertu, parce que c'est un spécial de la vertu. Mais non, il dit, mais non, il me semble que tu es un spécial de la vertu. Mais non, qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la vertu? Mais on dit, ben la vertu, mais c'est très simple. La vertu, c'est l'art de savoir commander les hommes. Socrate dit, l'art de savoir commander les hommes. Mais non. Est-ce que l'enfant peut commander les hommes? Mais on dit, non, l'enfant ne sait pas commander. Il dit, mais non, mais est-ce que l'esclave peut savoir commander? Il dit, l'esclave, non, il ne sait pas commander. Socrate dit, mais pourtant, l'enfant et l'esclave peuvent être vertueux. Et pourtant, tu as défini tout à l'heure la vertu comme l'art de savoir commander les hommes. Mais on se rend compte que sa définition n'est pas valable. Il dit, ben, d'accord, mais Platon, la vertu serait quoi? C'est vouloir de bonnes choses. Et Socrate de revenir en charge en disant à Ménon, mais non, est-ce que l'argent, la richesse, c'est des bonnes choses? Il dit oui, l'argent, la richesse, c'est des bonnes choses. Et Socrate de dire à Ménon, mais est-ce qu'il suffit de rechercher l'argent, de vouloir la richesse pour être vertueux? Mais Ménon se rend compte qu'en réalité, il ne savait pas définir ce qu'est la vertu. Voilà pourquoi Socrate, dès le départ, a été plus sage que Ménon. Parce que lui, dès le départ, il est conscient de son ignorance, alors que Ménon croyait savoir, alors qu'en réalité, il ne sait pas. Donc, l'attitude philosophique peut être caractérisée par un questionnement. Oui. Questionnement. En philosophie, comme vous le savez, oui, la philosophie est un questionnement perpétuel. Un questionnement perpétuel. Faire la philosophie, dit Jasper, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle. La philosophie est un questionnement perpétuel. Donc le questionnement caractérise l'attitude philosophique. Qu'est-ce qui peut aussi caractériser l'attitude philosophique? Oui, le doute. Le doute. Oui, le doute. Et Alain de dire, disons quelque chose sur le doute. Parce qu'en philosophie, il faut savoir définir les termes que vous utilisez. On dit doute, oui, la philosophie est doute, la philosophie est doute. Mais qu'est-ce que le doute? Ah oui, en philosophie, il ne faut pas se précipiter, il faut savoir définir les concepts que vous utilisez. Le doute, c'est quoi le doute? Qu'est-ce que douter? Qu'est-ce que douter? Oui. Douter, c'est remettre en question? Oui. Remettre en question? Oui. Avoir des arrière-pensées? C'est pas tellement précis. Disons remettre en question? Oui. Le doute, quelqu'un qui doute, il a un esprit critique. Mais le doute, oui. Hein? Absence de convention, de conviction. Oui, celui qui doute, il n'a pas de conviction. Mais vous savez, pour aller un peu vite, oui, douter, c'est remettre en question, c'est vrai, tout ce que vous venez de dire. Mais il faut savoir aller beaucoup plus loin. Vous savez que le doute vient du latin dubitare. Dubitare. Vous savez ce que c'est que dubitare? Dubitare en latin veut dire balancer. Balancer. Autrement dit, quelqu'un qui doute, il est comme ça, il balance. Il ne sait pas ce qu'il doit prendre comme étant la vérité. Donc, douter philosophiquement. Douter, c'est quoi? C'est suspendre son jugement. Parce que là aussi, il est possible de faire un cours sur le doute. Parce que
Le doute a une valeur négative. Douter peut signifier absence de certitude. Quelqu'un doute parce qu'il est dans l'incertitude. Il doute parce qu'il n'a pas la vérité. C'est une absence de certitude. Mais il ne fait rien pour chercher la vérité. Il doute. Je ne sais pas si j'ai laissé mon cartable à la maison. J'en doute. Ce doute-là, c'est le doute au sens ordinaire. Au sens philosophique du terme, le doute c'est quoi? Le doute ici est volontaire, alors que le doute ordinaire est un doute qui est involontaire. On ne choisit pas de douter, on est dans le doute. Alors qu'en philosophie, le doute est une attitude volontaire. Autrement dit, c'est le philosophe qui choisit de douter. Et quand le philosophe choisit de douter, le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il suspend son jugement. On lui dit que Dieu existe. Le philosophe en doute. Mais douter c'est quoi? C'est suspendre son jugement. Le philosophe ne dit pas que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais il doute, il en doute, il suspend son jugement afin d'examiner le bien fondé de ce qu'on avance. Tu me dis que Dieu existe, moi j'en doute. Si j'en doute, j'essaye d'analyser le bien fondé de ce que tu viens de me dire. Donc le doute est une suspension du jugement devant ce qui se présente comme une vérité afin de bien examiner le bien fondé. C'est ça, douter. Donc la philosophie s'appuie sur le doute. Le doute est une caractéristique de l'attitude philosophique. Ce qui fait dire à Alain qu'un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous de l'esprit. C'est Alain qui le dit. Un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous de l'esprit. Alain. Un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous. S'il descend au-dessous de l'esprit, c'est comme si cet esprit n'est plus un esprit. Il descend au-dessous de l'esprit, ce n'est plus un esprit. Autrement dit, il veut dire par là, ce qui fait qu'un esprit soit un esprit, c'est le doute. Un esprit qui ne doute pas, ce n'est plus un esprit. Donc un esprit qui ne sait plus douter, descend au-dessous de l'esprit. Mais à travers ce propos d'Alain, là aussi, il faut apprendre à voir ce qui se cache derrière une affirmation. Vous avez un sujet, vous savez que très souvent un sujet présuppose quelque chose. Dans votre analyse du sujet, vous devez savoir ce que présuppose un sujet. Quand je vous dis par exemple, la philosophie a-t-elle encore sa place dans le monde? Qu'est-ce qu'on présuppose? Que la philosophie avait sa place dans le monde. La philosophie a-t-elle encore? Cela présuppose que la philosophie avait une place dans le monde. Quand on dit un esprit qui ne sait plus douter, qu'est-ce qu'on présuppose? Que l'esprit savait douter. Oui. L'esprit savait douter. Mais prenons la figure de l'enfant. Vous savez que le philosophe est toujours comparé à un enfant. Pourquoi compare-t-on le philosophe à un enfant? Parce que le philosophe et l'enfant partagent quelque chose en commun. C'est quoi? L'étonnement. L'étonnement, le philosophe le partage avec l'enfant. Vous savez qu'un enfant s'étonne. L'enfant se pose des questions. Mais papa, pourquoi le ciel? Mais pourquoi le vent? Mais pourquoi le sable? Mais pourquoi le mouton? Mais pourquoi le chien crie? Etc. etc. L'enfant s'étonne. Et cet étonnement-là va caractériser tout à l'heure l'activité philosophique. L'enfant s'étonne. Mais avec l'âge, avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. Parce qu'à l'origine, l'enfant ne s'était pas habitué au monde. L'enfant est comme un étranger dans le monde. Il s'étonne, il se pose des questions. Mais avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. L'enfant pour la première fois qu'il voit le chien, il est là ébahi. Il voit le chien. Il n'a jamais vu de chien. Il voit le chien crier, aboyer. Il le regarde. Mais une fois, deux fois, quatre fois, que l'enfant passe devant le chien sans le regarder, il s'est habitué à ce chien. C'est la même chose avec le monde. Avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. Et Justin Gardner de dire que la pire des choses qui peut arriver à un homme,
c'est quand il s'habitue au monde. Parce que quand on s'habitue au monde, on ne pose plus de questions. Le monde ne m'étonne plus. Voilà pourquoi, dit-on que philosopher revient à ceci. J'ai oublié l'auteur. Jan Kelevich. Philosopher revient à ceci. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. C'est ça. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi, c'est-à-dire que rien n'est évident. Il faut douter de tout, il faut questionner tout. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. Donc voilà pourquoi un esprit qui ne sait plus douter, avec le temps, oui, l'enfant finit par s'habituer à l'univers. Avec le temps, l'esprit finit par s'habituer à l'univers et ne plus douter. Et dans ce cas, il descend au-dessous de l'esprit. Donc le doute caractérise l'attitude philosophique. Autre caractéristique de l'attitude philosophique, étonnement. On a l'habitude de dire que l'étonnement, c'est la mère de la philosophie. La philosophie est fille de l'étonnement. La philosophie est fille de l'étonnement. Il faut apprendre à s'étonner. S'étonner, dira Platon ou Aristote, la philosophie n'a pas d'autre origine. Oui, c'est l'origine de la philosophie, l'étonnement. Et Albert Einstein de dire à propos de l'étonnement que l'homme qui ne sait pas, qui ne sait plus s'étonner, l'homme qui ne sait plus s'étonner, être émerveillé, on parle quand on ne sait plus s'étonner, quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, c'est comme si l'on était mort, virgule, le regard éteint, dira Einstein. C'est un physicien. Quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, le regard éteint. Quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, le regard éteint. Donc l'étonnement caractérise l'attitude philosophique. Il y a d'autres caractéristiques de l'attitude philosophique. Questionnement, le doute, l'étonnement, quoi d'autre? Remise en, très bien, remise en question, c'est lié avec le questionnement. Remise en question. Quoi d'autre? Oui? L'angoisse. Comment l'angoisse? Je préfère, il y a un autre terme. Parce que l'angoisse, c'est vrai que chez Sartre, l'angoisse caractérise la personne humaine. Mais il y a un autre terme. Pas l'angoisse, mais l'ébranlement, c'est l'étonnement, oui. L'ébranlement, oui. Bouleversement, oui. Ébranlement, bouleversement, oui. Curiosité aussi, oui. Le spleen, oui. Bouleversement, ébranlement, curiosité. Il y a un autre terme en rapport très synonyme à angoisse, c'est l'inquiétude. N'est-ce pas? L'inquiétude. Et à propos, je crois que c'est... On dit que philosopher, c'est un sujet qu'on donne. Philosopher, c'est se trouver plus à l'aise
Philosopher, c'est se trouver plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement que dans la morne assurance des savoirs établis. Philosopher, c'est pas il n'y a pas d'auteur, c'est un sujet qu'on donne, qu'on peut vous donner, pourquoi pas. On vous dit, philosopher, c'est se trouver plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement que dans la morne assurance des savoirs établis. Donc le philosophe se trouve plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement. Le philosophe est à l'aise quand il est inquiet, quand il s'étonne, et non pas quand il est dans une morne assurance des savoirs établis. Morne ici veut dire triste. Une triste assurance des savoirs établis. Quand le philosophe est assis sur des savoirs établis qu'on ne remet pas en question, le philosophe n'est pas à l'aise. D'ailleurs, comment on appelle cette attitude-là? Le fait d'être assis sur des savoirs établis. On finit par être quoi? Le fait d'être assis sur des savoirs établis. Oui? Dogmatique. Très bien. C'est ça le dogmatisme. Autrement dit, le philosophe est anti-dogmatique. La philosophie, ce n'est pas un dogmatisme, c'est-à-dire un savoir mis en formule définitive clos. Faire la philosophie, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses. C'est dans la même citation qu'on parle de dogmatisme. Donc le philosophe est anti-dogmatique parce que le philosophe n'est pas assis sur des savoirs établis. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'inquiétude et dans l'étonnement, le philosophe. Parce que le philosophe est anti-dogmatique. Le philosophe n'est pas dogmatique. Celui qui est dogmatique ne peut pas être philosophe. Voilà pourquoi la philosophie, c'est une discussion. Si vous voyez quelqu'un qui discute et qui défend ses idées, qui croit posséder la vérité absolue, celui-là, il n'est pas philosophe. Le philosophe, c'est celui qui discute, qui n'est pas sûr de rien, qui remet tout en question, qui n'est pas dogmatique, mais qui n'est pas non plus sceptique. Le philosophe n'est pas un sceptique, le philosophe n'est pas dogmatique. Donc, inquiétude, c'est important. Le philosophe est quelqu'un qui est inquiet. Le philosophe, c'est quelqu'un qui est inquiet. Il préfère être inquiet, être dans l'étonnement, que d'être assis sur des savoirs établis une bonne fois pour toutes. Donc, l'inquiétude aussi caractérise le philosophe. De même que l'insatisfaction. L'insatisfaction aussi caractérise l'attitude philosophique. Le philosophe est un éternel insatisfait. Voilà pourquoi chaque réponse devient une nouvelle question. Il n'est jamais satisfait. L'insatisfaction caractérise l'attitude philosophique. Et on a l'habitude de dire aussi que là aussi, c'est toujours des sujets de réflexion, que la philosophie est une aventure de la raison. Je ne sais pas si vous avez vu ce sujet. La philosophie est une aventure de la raison qui naît de l'insatisfaction et et s'achève dans la déception. Et on vous demande qu'en pensez-vous. Oui, ça peut être un sujet de
philosophie, mais comme ça peut être une idée que vous pouvez utiliser dans une argumentation. Oui, la philosophie est une aventure de la raison. Une aventure de la raison. Comment la philosophie est une aventure de la raison? Mais pourquoi le rôle de la raison? Est-ce que la raison est essentielle en philosophie? Comment la raison est essentielle en philosophie? Comment la raison est essentielle en philosophie? Oui. Parce que la raison permet à l'homme de se différencier de l'animal? Oui. Mais comment la raison aussi est essentielle à la philosophie? Oui. Très bien. Sans raison, on ne peut pas philosopher. Oui. La raison nous permet de distinguer le vrai du faux. La philosophie est née à partir du moment où l'homme décide de n'user que de sa raison pour rechercher la vérité et la connaissance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la philosophie, il existait des mythes. La philosophie est née à partir d'une remise en question des mythes. Et pour pouvoir remettre en question les mythes, il fallait utiliser sa raison. Voilà pourquoi la philosophie est une aventure de la raison. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir définir les termes que vous utilisez. Dès votre premier cours, on vous a parlé de raison. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que la raison? La raison, c'est quoi la raison? Ah oui, en philosophie, il faut savoir définir les termes que vous utilisez. Hein? La raison. La raison, oui. 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 Autrement dit, c'est bien. La raison, c'est une faculté humaine qui commande la connaissance, qui commande l'action, qui commande le langage, etc., etc. Parce que sans raison, ici le philosophe ne peut pas connaître. Parce que c'est la raison qui nous permet de distinguer, dans le domaine de la connaissance, le vrai du faux. Nous sommes dans le domaine de la connaissance. Distinguer le vrai du faux. Si nous sommes dans le domaine de l'action maintenant, ici action, distinguer le bien, très bien, distinguer le bien du mal. La raison, vous savez que la raison aussi contrôle notre langage. Si ce que je dis, vous arrivez à le comprendre, pourquoi on arrive à s'entendre? Parce que ce que je dis, je le dis sous le contrôle de ma raison. Et comme nous sommes tous dotés de raison, vous arrivez à comprendre ce que je dis. Si j'étais un fou qui est devant vous, ben mon discours ne serait pas rationnel. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que mon discours ne serait pas cohérent. Pour que mon discours soit cohérent, il faut que ce que je dise, que je le dise sous le contrôle de ma raison. Donc la raison, c'est cette faculté humaine qui commande la connaissance, qui commande l'action, qui commande le langage, entre autres. Oui. Oui. Oui, mais même si quand même, il y a une différence entre l'étonnement et la raison. C'est vrai que ma raison nous permet, quelque part, avec la conscience de s'étonner, oui, de certaine manière. En tout cas, il perd son humanité, ce qui fait de lui un humain. Donc, la raison, la philosophie est une aventure de la raison. La raison, c'est un instrument de connaissance et d'action. Oui, la raison. C'est un instrument
de connaissance et d'action. La raison est un instrument de connaissance et d'action. Vous savez qu'en philosophie, vous prenez une notion, puis peut faire tout un cours là-dessus. Puis peut faire une année. On pouvait faire le cours de la philosophie pendant 7-8 mois uniquement sur la raison. Oui. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, vous avez entendu au discours. Vous venez d'entendre au niveau discours, tout devient nouveau. C'est vrai qu'il y a des constantes qui reviennent. Mais à chaque fois, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça la philosophie. Personne ne peut épuiser la philosophie. Et à travers un examen blanc dans une école que je fréquente, j'en ai profité sur cette question de la raison en donnant comme sujet aux élèves, au niveau de l'examen blanc, le sujet de dissertation, la raison a-t-elle toujours raison? Oui. La raison a-t-elle toujours raison? Oui. La raison a-t-elle toujours raison? A-t-elle toujours raison? On a défini ce que c'est que la raison, mais on dit la raison a-t-elle toujours raison? Donc il y a le verbe. Le verbe c'est avoir raison. Tu dis avoir raison, c'est quoi? Parce que, un conseil, quand vous avez un sujet de dissertation à traiter, prenez à chaque fois l'habitude d'analyser le sujet. Mais il faut prendre le temps d'analyser le sujet. Évitez de vous précipiter. Mais parce que si vous n'analysez pas le sujet, vous aurez du mal à comprendre le sujet. Apprendre à analyser un sujet, à souligner les mots-clés, à définir les termes, les concepts clés du sujet. Et apprendre à s'étonner devant un sujet. Oui, il faut apprendre à s'étonner devant un sujet. Donc, analysons le sujet. On sait ce que c'est que la raison. Mais avoir raison, c'est quoi? D'ailleurs, la preuve, cette année, l'autre année, quand on a donné ce genre de sujet aux élèves, les élèves avaient du mal. Peut-on avoir raison contre la société? Peut-on avoir raison contre la société? Certains élèves ne savaient pas ce que veut dire avoir raison. Avoir raison, c'est quoi? Quand j'ai raison sur vous, cela veut dire quoi? Oui. Je dis des vérités irréfutables, quelque part, donc, c'est posséder une vérité. Ok, la liste de vérité. Vérité. J'ai raison, parce que je dis la vérité. Et vous avez reconnu que c'est la vérité. Oui. Et si j'ai raison, oui, j'arrive à convaincre. Même si parfois j'ai raison, mais je n'arrive pas à convaincre. Quand Galilée avait dit au tribunal que la terre tourne autour du soleil, il avait raison, mais il n'avait pas réussi à les convaincre. Voilà pourquoi quand sa vie était menacée, il s'est dit, écoutez, je m'excuse, je me suis trompé. C'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Même si une tradition raconte que quand il sort du tribunal, il a dit, il s'est retourné pour dire, et puis c'est Moébé. Et pourtant, elle se meut. Parce qu'il avait la certitude que la terre tournait autour du... Mais cela était à l'époque. À l'époque, on ne pouvait pas gommer un tel discours parce que ça remettait tout en question. Oui. Voilà pourquoi avoir raison très tôt, c'est avoir tort. Avoir raison très tôt, c'est avoir tort. Oui, je dis avoir raison, c'est pouvoir convaincre. Quelque part, parfois, si j'ai raison, je réussis à convaincre. Mais non, la raison, c'est cet instrument qui rend possible la connaissance, qui rend possible l'action. Mais la raison a-t-elle toujours raison? Qu'est-ce qu'on présuppose quand on dit que la raison a-t-elle toujours raison? Qu'est-ce qui semble être présupposé, sous-entendu
à travers cette question. La raison a-t-elle toujours raison? Parfois la raison n'a pas raison. Oui, oui. Parfois la raison n'a pas raison. En tout cas, on le postule. Hein? Parce que vous allez montrer ici que parfois la raison n'a pas raison. Oui, mais avant oui. Hein? L'esprit critique, c'est-à-dire, quand on dit la raison a-t-elle toujours raison, je dis qu'est-ce qu'on présuppose. On va présupposer devant solo du sujet. Ah oui, il faut savoir ce que présuppose un sujet. Parce que c'est un problème de français. Nit bu la xoolee ba xool ne la mais yow xanaa doo sangu. Qu'est-ce que cela présuppose? Que les man sangu ma. Oui, il y a un présupposé. C'est la même chose. Oui. Est-ce que tout ce qui nous dit que la raison est normale? Non, tu t'éloignes du sujet. Quand on dit la raison a-t-elle toujours raison, qu'est-ce qui est présupposé? Oui. En principe, la raison doit avoir raison et très souvent, la raison a raison. Voilà ce que veut dire, ce que présuppose le sujet. Très souvent, la raison a raison. Parce que la raison, c'est un instrument de connaissance, un instrument d'action. Vous savez que d'ailleurs, la raison, c'est un instrument, on l'a vu, qu'utilise la philosophie. La philosophie s'appuie sur la raison, mais plus tard, la science va s'appuyer aussi sur la raison. La philosophie est une explication rationnelle du monde. La science est aussi une explication rationnelle du monde. Toutes les deux procèdent du même instrument, de la même unité d'instrument qu'est la raison. Montrer que dans le domaine de la philosophie, on s'appuie sur la raison. Dans le domaine scientifique aussi, on s'appuie sur la raison. Montrer que très souvent, la raison a raison. Mais comme tu l'as dit, montrer aussi que la raison n'a pas toujours raison. Il y a des moments, des cas où notre raison n'a pas raison. Autrement dit, on pose ici le problème des limites de la raison. Notre raison a des limites. Ce sujet pose le problème des limites de la raison. Est-ce que la raison peut tout connaître? Est-ce que par notre raison, la raison peut guider toutes nos actions? Il y a des domaines où notre raison n'a pas raison parfois. Quel domaine notre raison peut ne pas avoir raison? Dans le domaine religieux? Très bien, religion. Dans le domaine de la religion. Voilà pourquoi nous faisons appel à quoi? À la foi. Nous faisons appel à la foi. Ce qui fait dire à Pascal que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui. Pascal le disait dans le domaine religieux, même si on a transposé ça dans le domaine de l'amour. Ça marche dans le domaine religieux comme dans le domaine de l'amour. Oui. Le cœur a ses raisons, quand on va dire que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, il suffit dans le domaine de l'amour. Mais Pascal, lui, était dans une perspective religieuse. Parce que pour Pascal, pour connaître Dieu, pour sentir Dieu, il faut utiliser son cœur. Le cœur ici, c'est un instrument de connaissance. C'est le cœur qui sent Dieu, dit Pascal, ce n'est pas la raison qui sent Dieu. Donc dans le domaine de la religion, la raison a des limites. Même dans le domaine de la connaissance. Est-ce que la science réussit à répondre à toutes les questions que nous nous posons? Non. La science n'a pas réussi à répondre à toutes les questions que nous nous posons. Dans quel domaine peut-on parler des limites de la raison? Très bien, dans le domaine de la métaphysique. Tu penses à quel philosophe ici? Vous pensez à quel philosophe ici? Pour montrer les limites de la raison? Spécialement Emmanuel Kant. Très bien, Kant.
Que dit Kant à propos de la métaphysique? Très bien. Que la métaphysique est une illusion, dit Kant. C'est une illusion parce que tout simplement notre raison ne peut connaître que ce qui est inscrit dans l'espace et le temps. C'est autrement dit, la raison ne peut connaître que ce qui est sensible. Et Kant de dire, il n'y a de connaissance que du sensible. Mais si vous prenez Dieu, si vous prenez l'âme, est-ce que ces objets-là sont sensibles? Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas quelque chose de sensible comme ce tableau. Donc Dieu est une idée et que notre raison ne peut pas connaître les idées. Donc vous voyez qu'ici notre raison est limitée. Voilà pourquoi la métaphysique est une illusion chez Kant. Mais il s'empresse à dire, même si la métaphysique est une illusion, c'est une illusion qui est nécessaire. L'homme ne peut s'empêcher de se poser des questions d'ordre métaphysique parce que de telles questions donnent sens à notre existence. Donc dans le domaine métaphysique, on a vu que la raison a des limites. Donc montrer ici les limites de la raison. Donc il ne faut pas s'étonner quand vous voyez des sujets de ce genre, parce que c'est des sujets que quand vous réussissez à les analyser, vous pouvez les traiter. Il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes devant un sujet et que vous n'avez pas d'idée, il ne faut pas paniquer. Il faut prendre le temps de s'étonner. Se dire, mais donc philosophie, quand je fais l'effort nécessaire, je dois être en mesure de comprendre le sujet. Vrai ou faux? Oui. Alors, je fais un saut suicidaire, je quitte la réflexion philosophique et je saute dans la dernière partie. Comme avait dit mon collègue, c'est de toute la philosophie. C'est une manière pour moi aussi d'évaluer un tout petit peu ce que vous avez pu retenir cette année. Et je crois qu'il y a une répondance. Cela veut dire que vous êtes prêts pour le jour J. L'essentiel, c'est de ne pas se paniquer. C'est important. Vous avez fait une année en philosophie. On vous donne 3 sujets le jour du bac. Mais 3 sujets, mais c'est nombreux 3 sujets. Oui. 3 sujets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même la réflexion commence. La réflexion commence même dans le choix du sujet. Parce que beaucoup d'élèves sont déroutés par le choix du sujet. Qui sortent à midi, après le bac, et qui regrettent. Non, je devais prendre tel sujet. Pourquoi je n'ai pas pris ce sujet? Parce qu'ils se sont précipités. Prenez le temps, quand vous avez les sujets, de prendre le temps pour choisir le sujet. Et pour ce faire, on vous donne les sujets. Vous devez rester 10 minutes pour lire les sujets. Lire les 2 dissertations, lire le texte. Il ne faut jamais aller au bac en disant que man commentaire l'a def. Voilà man dissertation l'a def. Mais ça c'est pas possible. Vous devez maîtriser les 2 méthodologies, dissertation comme commentaire. Vous arrivez le jour J, on vous donne les sujets, vous lisez les 2 dissertations, vous lisez le commentaire. Vous lisez les 2 dissertations, vous relisez le commentaire. Afin de faire votre choix. Une fois qu'un sujet est choisi, oubliez les autres. Il ne faut pas choisir un sujet, faire 2 heures de temps là-dessus,
xawal lor ñu benn sujet bi ne xaaral ma bàyyi dem jël benn sujet ba léegi non ça se fait pas. Il y a des élèves qui le font. Hein? Mais si par extraordinaire vous vous retrouvez avec 3 sujets et vous comprenez tous les 3 sujets, si vous comprenez tous les 3 sujets, mais quel sujet choisir alors? Amul tànn sa bu la neex de. Non. On ne choisit pas aussi un sujet parce que tu aimes le sujet. Il y a des gens comme ça am na ñoo xam ni loo leen jox ci liberté ñoom liberté lañu jël parce que dañu bëgg liberté seen xol. Mais bu ñu la joxee sur liberté boo comprendre qu'est-ce que tu fais? Si vous avez 3 sujets que vous avez compris, lequel de ces sujets choisir? Choisissez le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'informations. Oui. Donc 2 critères doivent guider votre choix. D'abord, pour choisir un sujet, il faut le comprendre. Deuxièmement, ça ne suffit pas parce que tu peux comprendre un sujet sans avoir les arguments nécessaires pour l'aborder. Il faut deuxièmement avoir des idées. C'est important. Et là, une fois que vous avez choisi le sujet, ne vous laissez pas divertir par la classe. Il y a des gens comme ça am na ñoo xam ne mënuñu xool seen bopp dañu xool ci nit ñi ñoo nañ toog 10 minutes 15 minutes xool à gauche xool droite gis nit ñaa ngi bind ñoom ñu paniqué ne non foog ngi bind parce que ñëpp a ngi bind te da nga xam ñoom li ñuy bind yow xamoo alors l'essentiel, c'est d'éviter la précipitation. Il ne faut pas se précipiter. Vous avez votre propre rythme. Ce n'est pas la première fois que vous abordez un sujet de philosophie. Vous savez que c'est 4 heures. Donc, ne pas se précipiter, ça c'est un. Mais deuxièmement, aussi, ne pas perdre son temps. Savoir gérer le temps, c'est important. Savoir gérer le temps. 4 heures passent vite. Donc, il faut apprendre à gérer votre temps. À se fixer des limites. Me dire que moi, si je fais 8 heures, 10 heures, 10 heures et quelques, je dois commencer à faire quelque chose. Je vais faire comme introduction ou développement de recopier, voilà, donc il faut savoir gérer votre temps. Alors, si je vous dis, si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Vous savez comment on appelle ce genre de sujet? Comment on appelle ce genre de sujet? Autrement dit, il y a combien de réponses possibles à cette question? Au moins 2 réponses. Est-ce que dans la prise en charge de ce sujet, vous pouvez prendre une seule réponse? Non. En philosophie, la philosophie est une discipline singulière. En philosophie, dans les autres matières, on vous pose une question, tu réponds directement à la question. En philosophie, ce n'est pas comme ça. En philosophie, on vous pose une question. Vous dites, voilà les différentes réponses possibles. Avec chaque réponse, une argumentation. Avant maintenant de prendre votre position très souvent au niveau de la conclusion. Vous vous dites, il y a combien de réponses possibles à cette question? On peut répondre par oui et on peut répondre par non. Ce genre de sujet, on l'appelle un sujet dialectique. Une thèse et une antithèse et éventuellement peut-être une synthèse. Vous ne pouvez pas venir à travers ce sujet dans un développement, venir me montrer si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art, un point c'est tout, une partie. On a l'habitude de dire, dans une dissertation, on ne peut pas avoir une seule partie. Au moins 2 parties, au plus 4 parties. Voilà pourquoi on vous habitue à des sujets thèse, antithèse. Mais tout sujet
n'est pas un sujet à thèse. Là aussi, on vous l'a dit. Tout dépend du sujet, de sa formulation. Mais vous voyez qu'à travers ce sujet, si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Je peux dire non. Si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. Comme réponse, première réponse. Si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. Mais pourquoi si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art? C'est là où intervient toute une réflexion sur l'art. Pourquoi si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Pourquoi si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art? L'art, c'est quoi? Qui peut définir l'art? Vous avez fait l'art esthétique. Vous savez comment la langue définit l'art? La langue. Vous avez la définition de la langue de l'art? Non? Vous avez quelle définition de l'art? Oui? Oui? C'est ça la définition de la langue. La langue dit, par les œuvres d'un être conscient. C'est ça la définition de la langue. La langue dit, l'art ou les arts désignent toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. C'est une définition de la langue. Vous savez qu'en matière de philosophie, nous avons des dictionnaires. Et parmi les dictionnaires, il y a le dictionnaire de la langue. Si vous cherchez un sens d'un mot philosophie, il ne faut pas véritablement chercher dans la rousse. Ah non, parce que ça c'est le sens ordinaire. C'est vrai que maintenant dans les Robert, les gros Robert, on donne le sens ordinaire et parfois même on précise le sens philosophique. Donc la langue dit que l'art est toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient, c'est de l'art. Toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Donc il faudrait qu'il y ait beauté, mais par les œuvres d'un être aussi conscient. Cela veut dire quoi? Seul un être conscient peut être un artiste. Est-ce que Dieu est un être conscient? La conscience est spécifiquement humaine. Quand on parle de Dieu d'un être conscient, on pense uniquement à l'homme. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'art est une activité humaine. L'art est une activité humaine. Vous prenez une toile d'araignée. Dans cette perspective-là, une toile d'araignée, ce n'est pas une œuvre d'art. Parce qu'une toile d'araignée n'est pas produite par l'homme. Seules les productions de l'homme peuvent être qualifiées de l'art. Donc l'art est toute production de la beauté. C'est important. Cela veut dire quoi? Que l'art vise le beau. Eh oui, l'art vise le beau. On peut faire 48 heures sur le beau sans jamais s'entendre. C'est ça la philosophie. Rien que la question qu'est-ce que le beau, c'est pas une mince affaire en philosophie. Qu'est-ce que le beau? C'est pas une mince affaire. Qu'est-ce que le beau? Et Voltaire de dire qu'est-ce que le beau? Demandez à un crapaud, il vous parlera de sa crapaude. Demandez à un noir de Guinée, il vous parlera de son nez épaté et de sa peau huilée. Demandez à un philosophe, dit Voltaire, il vous répondra par un galimatias. Un galimatias, c'est quoi? C'est un discours embrouillé.
c'est-à-dire discours boo xam kenn xamul lu muy wax loolu mooy galimatias. C'est pour dire tout simplement que quand il dit qu'est-ce que le beau, demandez au crapaud, il vous parlera de sa crapaude. Demandez à un noir de Guinée, il vous parlera de sa grosse bouche, de son nez épaté et de sa peau huileuse. Demandez à un philosophe, il vous répondra par un galimatias. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire tout simplement que la beauté elle est subjective. La beauté elle est relative. Chacun a sa conception de la beauté. Voilà ce qu'il voulait dire Voltaire. Et nous reviendrons parce que on va voir que c'est pas facile de définir la beauté. La beauté, c'est pas facile, le beau. Vous voulez que je vous donne la citation de Voltaire? Oui. Il faut citer textuellement. Demandez à un crapaud, il vous répondra que c'est sa crapaude. Sa crapaude. Demandez à un noir de Guinée, il vous parlera, s'il vous plaît, il vous parlera, un peu de silence, d'un nez épaté, d'une grosse bouche, et d'une peau huileuse. Point virgule. Demandez à un philosophe il vous répondra par un galimatias. C'est Voltaire. Qu'est-ce que le beau? Demandez à un crapaud, il vous répondra que c'est sa crapaude. Demandez à un noir de Guinée, il vous répondra. Il vous parlera de sa grosse bouche, de son nez épaté et de sa peau huileuse. Demandez à un philosophe, il vous répondra par un galimatias. Pour montrer qu'il n'est pas facile de s'entendre sur cette notion du beau. La beauté serait relative. Il paraît qu'en Inde, l'un des critères de beauté pour un homme, c'est d'avoir de longues oreilles. Oui. Longues oreilles. Critère de beauté. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans la première partie pour montrer que si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. La beauté. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la beauté parce que on va passer la journée là-dessus. Mais il faut retenir une chose, que la beauté serait relative. On ne peut pas expliquer la beauté en philosophie sans parler de Kant. Et avant Kant, il y a beaucoup de philosophes
qui se sont prononcés sur la question de la beauté. Si on pose cette question à Platon, si on dit à Platon, mais Platon, qu'est-ce que le beau? Platon va vous dire que le beau est la splendeur du bien. Platon. Pourquoi le beau est la splendeur du bien? Je peux passer? Oui. Recopier à côté. Ah oui, il faut venir. Non, non, il y a ça aussi. Ça. C'est bon. Alors, je disais que si on pose la question qu'est-ce que le beau à Platon, Platon dira que le beau c'est la splendeur du bien, l'éclat du bien. Vous voyez que chez Platon il y a un rapport entre le bien et le beau. D'ailleurs, c'est un peu la conception antique. Les stoïciens vont dire que tout ce qui est beau est bon. Tout ce qui est bon est beau. Donc, chez Platon, il y avait ce rapport entre le beau et le bien. Le beau et le bien. Parce que le beau, c'est la splendeur du bien. Quel rapport y a-t-il entre beau et bien? Est-ce qu'il y a un rapport entre beau et bien? En tout cas, il y avait ce rapport. Mais, chez nous, vous prenez les Wolofs, le bien, moi, le bar. Le bien, moi, le bar. Le beau, moi, rafet. Mais jëf du bar, moi, jëf du rafet. Jëf du rafet, moi, jëf du bar. Vous voyez cette correspondance entre le beau et le bien. Donc, il disait que le beau est la splendeur du bien. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que chez Platon, le beau est une idée, un concept qui appartient au monde intelligible. Le beau est une idée qui appartient au monde intelligible. Parce que chez Platon, il faut faire la différence entre trois formes de beauté. Chez Platon, la beauté artistique, ce n'est pas la beauté sensible. Elle est différente de la beauté intelligible. Cette beauté, ce n'est pas la même chose. Trois beautés différentes. Beauté artistique, beauté sensible et beauté intelligible. La beauté artistique, c'est cette beauté créée par l'artiste. Un artiste qui regarde un objet et qui l'imite, qui copie, c'est une beauté artistique. La beauté sensible, c'est cette beauté-là qui est dans la nature. Un beau cheval, c'est une beauté sensible. Une belle femme, c'est une beauté sensible. Mais il y a une beauté supérieure. C'est cette beauté intelligible qui est dans le monde intelligible. C'est une idée. Toutes ces beautés-là ne sont rien. C'est des illusions. Mais vous savez que la beauté sensible est éphémère. Elle ne dure pas. Quand vous êtes jeune, vous êtes belle. Quand vous prenez l'âge, cette beauté-là disparaît de plus en plus. Vous entendez souvent nos mamans dire « Akama rafeton, samay toll ak yéen ». Bon, c'est cette manière. Waaw maintenant léegi mag nga léegi. Bon, mag nga léegi. Donc, alors, voilà pourquoi
Platon nous dit, si vous partez de la beauté sensible, il ne faut pas s'en limiter. Il faut s'élever jusqu'à l'idée du beau qui appartient au monde intelligible. Il faut commencer par l'amour d'un beau corps, ensuite l'amour de tous les beaux corps, ensuite l'amour des belles formes, des belles vertus, des belles sciences, jusqu'à l'idée du beau qui appartient au monde intelligible. Donc, chez Platon, le beau, c'est la splendeur du bien. On ne peut pas parler du beau sans évoquer Kant. Kant qui considère que le beau est une finalité sans fin. Pourquoi le beau est une finalité sans fin? Une finalité parce que dans une chose belle, tout concourt à produire un ensemble harmonieux. Donc l'harmonie devient un critère de beauté. Un beau visage, c'est un visage qui est harmonieux. Il y a de l'harmonie. Chaque chose est à sa place. Il y a une harmonie. La laideur serait une désharmonie. Oui. La laideur, une désharmonie. Hein? Et donc, quand tu dis le beau est une finalité sans fin, mais quand tu diras plus tard que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Donc, si je reviens à notre sujet, tout à l'heure je disais que si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Nous avons dit non. Si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. Mais pourquoi? Pourquoi exactement? D'après ce que nous venons de dire, pourquoi si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art? Essayez de réfléchir. On a défini l'art comme toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. On a vu que l'art donc vise le beau. Et nous disons que si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. Mais pourquoi? La beauté est déjà là. Si l'art vise le beau et que la vie est belle, si l'art ne vise que le beau et que la vie est belle, donc l'art n'a pas sa raison. Et il y a des artistes, il y a des penseurs qui ont considéré que l'art ne doit viser que le beau. Uniquement le beau, rien que le beau. Vous connaissez un peu la conception des Parnassiens. L'art pour l'art. L'art qui ne vise que le beau, uniquement le beau, rien que le beau. C'est le point de vue de Kant aussi. Pour Kant, l'art ne vise que le beau. L'art ne transmet aucun message. L'art ne joue aucune fonction. L'art est inutile parce qu'il ne vise que le beau. C'est ça la conception des Parnassiens. Donc si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art, parce qu'on n'aurait plus besoin de l'art parce que la vie elle est belle et que l'art ne vise que le beau. Dans cette perspective, l'art serait quoi? L'art serait ce qui apporte le beau, l'art serait embellissement. L'art serait ce qui apporte le beau, l'art serait transfiguration. L'art est transfiguration. Ça c'est les définitions de l'art. L'art est embellissement. Embellissement et transfiguration, c'est-à-dire changement de figure. N'est-ce pas? Donc je disais que si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art, parce que déjà la fonction de l'art est remplie. Parce que l'art ne visant que le beau, mais la vie étant déjà belle, mais l'art n'a pas sa raison d'être. Parce que l'art est embellissement. L'art est transfiguration. Pourquoi transfiguration? Transfigurer c'est quoi? C'est changer de figure. L'art transfigure. Vous savez que l'art peut même partir de la laideur pour en faire de la beauté. L'art est capable de partir de la laideur et à partir de cette laideur en faire de la beauté. C'est Kant qui le dit. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, c'est la belle représentation d'une chose. C'est pas la chose qui est représentée qui est belle, mais c'est la représentation. Mais une photo d'art. Une photo d'art. Mais même pour une photo d'art, prends une photo. Mais nous ne sommes pas fous, on fait la différence. Dans les photos, on a dit cette photo, on a dit cette photo, yow même bu fekkee ni jàpp nga ne rafetoo mais photo bi rafet na
Wow. Photo bi rafet na. Sama photo bi rafet na. Oui, la photo elle est belle, mais toi tu n'es pas belle. Oui. La représentation, une photo belle, c'est ça la représentation. La représentation elle est belle. L'art est une belle représentation d'une chose. Donc l'art est embellissement, l'art est transfiguration, l'art est transformation. C'est ça l'art. L'art qui ne vise que le beau. Cet art-là serait inutile. Cet art, l'art, une œuvre d'art, ne transmet aucun message pour Kant. Ni un message politique, ni un message moral, ni un message religieux. L'art ne vise que l'art. L'art ne vise que le beau. Et le beau est une finalité sans fin. Une finalité sans aucune fin. Le beau ne vise que le beau. Donc si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art, parce que l'art n'aurait pas sa raison d'être. Parce que la fonction qu'elle remplit est déjà remplie, parce que la vie est belle. On n'a pas besoin d'embellir quelque chose qui est beau. C'est pas possible. Donc si la vie était belle, il n'y aurait pas de l'art. Il n'y aurait pas de l'art. Donc montrer dans cette perspective un art qui ne vise que l'art. Mais il est possible de sortir de ce cadre-là, montrer que, se poser la question à savoir, mais est-ce que l'art ne vise que le beau? Est-ce que le beau est l'unique objet de l'art? Tout à l'heure, c'est la conception des Parnassiens. Est-ce que cette conception des Parnassiens est partagée par tout le monde? Non. D'autres pensent que l'art joue d'autres fonctions. Même si la vie est belle, il y aurait de l'art. Pourquoi? Pourquoi dans une deuxième partie, même si la vie était belle, il y aurait encore de l'art? Quelle est la raison fondamentale? Oui. Et si l'art peut être un prétexte pour véhiculer des messages, cela veut dire que donc l'art ne vise pas uniquement le beau. Voilà pourquoi, même si cette beauté est déjà présente, l'art continue d'être. Parce que l'art ne vise pas uniquement le beau. L'art est au-delà du beau. L'art peut jouer d'autres fonctions. L'art peut transmettre un message. L'art peut révéler la réalité. Parce que l'art aussi révèle la réalité. L'art révèle la réalité. L'art joue d'autres fonctions. C'est vrai que chez Platon, Platon dit que moi, ma cité idéale, parce que Platon a construit une cité idéale, où les philosophes seraient les gouvernants. Il dit que dans cette cité idéale-là, mais les artistes n'ont aucune place. Il faut les chasser de la cité parce que c'est des illusionnistes. Et que cette beauté artistique, c'est une illusion, parce que c'est une copie de copie. La beauté artistique copie la beauté sensible, cette beauté sensible qui copie la beauté intelligible. Donc les artistes sont des illusionnistes, il faut les chasser de la cité. Parce que l'art n'est qu'une simple imitation de la nature. Une nature qui est une pâle copie de ce monde intelligible. Et Nietzsche de dire, il est vrai que l'art et la vérité sont exclusifs l'un de l'autre. L'art n'a rien à voir avec la vérité. Parce que Platon l'avait dit. Platon dit que les artistes sont des illusionnistes. Parce que ces artistes-là nous détournent de la quête de la vérité. Parce que pour rechercher la vérité, il faut aller dans quel monde? Dans le monde intelligible. Alors que l'art nous demande de nous complaire dans ce monde des apparences. Parce que le monde sensible, c'est le monde des apparences. C'est le monde des illusions. Le monde où tout est éphémère. Voilà pourquoi il fallait chasser les artistes de la cité. Mais Nietzsche dit, Nietzsche, c'est toujours singulier, c'est Nietzsche. Il dit, oui, la vérité et l'art sont exclusifs l'un de l'autre. L'art n'a rien à voir avec la vérité. Mais c'est ce qui fait la valeur de l'art. C'est parce que l'art n'a rien à faire avec la vérité que l'art est important. Comment l'art est important? Parce que l'art nous permet de pouvoir supporter la vie. Parce que la vie, parce que Nietzsche dit, il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie que nous vivons. Il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde dans lequel nous sommes. Ce monde intelligible-là, c'est un monde qui a été avancé, qui a été avancé, inventé par des organismes malades et lâches. Oui, Platon fait partie des organismes malades et lâches.
Pourquoi le dit-il? Il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont contre la sensibilité? Parce que Descartes, Platon, je veux dire, nous demande de quitter le monde sensible pour aller au monde intelligent. Mais de même que il déprécie le corps, parce que Platon dit que le corps est le tombeau de l'âme, et que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais quelle est cette mort? Cette mort, c'est la mort du corps. C'est le corps qui meurt pour permettre à l'âme d'accéder au monde intelligent. Mais Nietzsche dit, mais ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils ont contre la sensibilité? Mais qu'est-ce qu'ils ont contre le corps? À la limite, c'est les gens qui sont malades, qui sont lâches. Il dit d'ailleurs, regardez parmi les grands philosophes. Mais parmi les grands philosophes, quel est le philosophe qui s'est marié? Il dit personne. Personne ne s'est marié. Hein? Personne ne s'est marié. Il dit, un seul s'est marié, le malicieux Socrate. Seul Socrate s'est marié parce que, semble-t-il, il disait que c'était l'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle. Voilà pourquoi il s'est marié. Mais sinon, il ne serait pas marié, dit-il. Vous voyez donc que dans cette perspective, que l'art, dans cette perspective, peut avoir d'autres fonctions. Montrer que même si la vie était belle, il n'y aurait pas de... il y aurait de l'art, parce que l'art joue d'autres fonctions. Donc, je termine donc en disant que l'art nous permet de révéler la réalité. Oui, on a l'habitude de dire que l'art ne reproduit pas le visible, Paul Klee. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. L'art rend visible. L'art n'est pas une reproduction. L'art n'est pas une imitation, mais l'art rend visible. Mais comment l'art rend visible? Parce que très souvent nous passons devant les choses sans les voir réellement. L'art rend visible. Prenez le théâtre. Mais chaque fois nous passons devant certains événements sans les voir véritablement. Mais nous vivons avec les talibés. Mais il suffit de regarder une pièce de théâtre où on exploite un talibé, mais pour que vous dites, mais est-ce que ça existe réellement dans ce pays? Mais chaque jour vous croisez les talibés. Donc l'art ne reproduit pas le visible, l'art rend visible. Voilà pourquoi certains d'ailleurs penseurs considèrent le théâtre comme le miroir de la société. La société a besoin de se mirer devant son miroir. C'est le théâtre qui est le miroir de la société. Donc dans cette perspective, montrer que même si la vie était belle, il y aurait de l'art, parce que l'art ne vise pas uniquement le beau. Je vous renvoie aux fonctions de l'art, je vous renvoie d'ailleurs à cette conception de l'art africain. Senghor dire que l'art africain est un art fonctionnel. L'art a d'autres fonctions, fonction de divertissement, fonction magico-religieuse, fonction contestataire. Donc montrer que même si la vie était belle, il y aurait de l'art. Je crois que oui, on peut prendre une pause. Et la vie sera un peu plus belle en nous